Je pense que dans la vie, on a tous fait quelque chose qui nous a rendus fiers. Pour mon cas, c'est le jour où je suis devenu champion de France d'échecs de moins de 12 ans, en 2012. Parce que évidemment, il y avait l'euphorie d'avoir gagné le titre, mais pour moi, c'était surtout synonyme d'espoir, de survie. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel rapport entre les échecs, la survie? Encore un qui perd la tête, qui confond le jeu, la réalité? Eh bien, pas du tout. Et c'est cette décennie qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui, que je vais vous raconter. Et surtout, j'aimerais vraiment vous parler de la force de la persévérance et la force de la solidarité qui font qu'on peut vraiment tout surmonter. Et c'est grâce à ça que je suis vraiment aujourd'hui ici. Et je vais vous raconter donc mon parcours. Tout a commencé à l'âge de 6 ans, je dirais. C'est le premier tournant. Pourquoi? Parce que c'est le moment où j'apprends à jouer aux échecs. C'est à ce moment-là qu'il y a le premier tournant, parce que je commence à jouer bien aux échecs. Je commence à en faire de la compétition. Tout ça juste parce qu'un jour, je m'ennuyais. Donc, voilà, ça partait d'une bonne intention. Et finalement, je commence à avoir, pour mon âge, un niveau très correct qui fait que je me retrouve, pour ceux qui connaissent un petit peu les échecs, donc à avoir 1800 Elo à l'âge de 7-8 ans, ce qui est beaucoup. Et donc, non seulement je me fais remarquer par les journalistes, mais aussi par les opposants politiques, qui voient en moi une cible, parce que mon père, justement, était dans le camp des opposants politiques. Et donc, je commence à recevoir, enfin moi, mes parents commencent à recevoir des menaces de mort, de kidnapping. Voilà, je vous passe les détails. Et donc, à ce moment-là, on décide qu'il faut quitter le pays. Enfin, je dis on. Voilà, j'avais 7 ans. C'est plutôt mes parents. Et donc, mon père décide qu'on doit quitter le Bangladesh pour arriver. Du coup, on arrive en France. Aujourd'hui, je suis tellement content d'être français. Je me suis intégré. J'aimerais travailler ici. J'aimerais plus tard vivre ici. J'aimerais que mes enfants grandissent ici. Mais je peux vous dire que c'était vraiment pas la même ambiance quand je suis arrivé en octobre 2008, sous le froid, à la porte de Bagnolet. Voilà, je peux vous dire que voilà, octobre, il faisait déjà trop froid pour moi. Donc voilà, changement de température. Mais c'est le destin. Ça devait arriver, et donc on finit par arriver en France. Et donc, choc. Gros choc. Pourquoi? Parce que on ne parle ni la langue, on ne connaît personne, à part 2 personnes, voilà, une famille qui pouvait nous accueillir. Culture, météo, bouffe, langue, rien qui allait, mais c'était un départ nécessaire, sinon il y avait pas de départ tout court. Donc, on se retrouve à arriver en France, à faire nos demandes d'asile politique, et on finit par arriver, donc atterrir à Créteil. C'est où on nous met dans le foyer France Terre d'Asile, et donc nouveau tournant, j'atterris dans le club d'échecs de Créteil. Et c'est là parce que je peux reprendre les échecs. Donc il y avait une petite pause, comme vous en doutez, pendant mon voyage long, mais donc c'est là que je rencontre un homme qui s'appelle Xavier Parmentier. C'était mon entraîneur d'échecs. Je lui dois tellement. Il nous a tellement aidés quand on avait des problèmes, mais voilà, on aura le temps d'en revenir. Et donc, je reprends les échecs, je commence à faire des compétitions, mais je ne peux pas encore faire les championnats de France d'échecs parce que je suis considéré comme Bangladais, j'avais pas assez d'années de scolarité en France. Enfin, voilà. Tout le côté administratif, je pense que vous connaissez tous.
Et donc, voilà, tout reprend normalement. Mais le premier drame arrive la fois où on se fait donc refuser notre demande d'asile politique. Mais on se dit, pas de souci, on peut faire appel, il y a toujours une deuxième chance. Donc, on fait la deuxième demande. Bah voilà, comme vous pouvez le savoir, surprise, refusé pour la deuxième fois. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans une situation irrégulière. On n'a pas le droit de rester en France. Et donc, on reçoit la fameuse lettre qui nous dit « Bon, bah merci, c'était sympa, mais maintenant, il faut partir. » Et bah, le problème, c'est que c'est bon, j'ai enfin appris la langue, j'aime enfin la culture, la bouffe, la météo. Et bah non, on me dit qu'il faut partir. Et donc, on décide de commencer à vivre clandestinement, mais enfin, au début, donc, on n'a plus le droit de vivre au France Terre d'Asile parce que ils ne gardent que les gens qui ont fait leur demande. Donc, on se retrouve à faire d'hôtel en hôtel. Donc, toutes les 2 semaines, on devait appeler tous les mercredis pour savoir si notre hôtel est renouvelé. Maintenant, du coup, je connais très bien le Val-de-Marne, j'ai fait toutes les villes. Donc, voilà, dès que vous en avez une, je sais où c'est. Et donc, voilà, c'est problématique parce que donc, je suis en CM2, je perds tous mes amis que j'avais au foyer, je me retrouve encore avec rien. Je dois tout le temps recommencer à zéro. J'ai de l'espoir, mais à un moment, voilà, ça devient toujours un peu difficile. J'avais mon école à Créteil et du coup, c'est une nouvelle vie et mon père, évidemment, dans tout ça, n'a pas le droit de travailler parce que, il n'a même pas le droit de rester en France. Donc, travailler, c'est un peu trop. Et donc, on se retrouve financièrement en difficulté. On n'a pas de logement. Et je vous raconte pas la bonne face qu'il faut montrer au Bangladesh, comme quoi tout va bien, alors que tout va mal. J'ai vraiment tout vécu. Tout, c'est un grand mot, mais j'ai notamment fait des choses que j'ai quasiment racontées à personne. Avec mon père, je suis allé vendre des roses. J'ai vendu des jouets. J'ai vécu dans le froid. J'ai vu le désespoir dans les yeux de mon père parce que la police, la RATP venait prendre ses jouets et c'était notre seul espoir. Mon père aussi, il a tout vécu. Il est passé par toutes les émotions. Il allait, lui, faire le marché de Montreuil parce qu'on n'avait pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Mais dans tout ça, il y avait de l'espoir, c'était les échecs. C'était le seul moyen pour moi de m'évader, de rester finalement avec la réalité, mais sans trop être avec la réalité. Et les échecs, je jouais mal, pour être honnête. Franchement, donc j'arrive 8 ans, je vous ai dit tout à l'heure le classement 1800, 12 ans, 1898, super. Pas beaucoup de progrès. En même temps, c'était difficile et surtout quand j'allais aux échecs, c'était surtout pour voir mes amis. C'était surtout en fait un moment où je m'amusais. Parce que une fois rentré à la maison, on n'avait pas de maison, mais voilà, vous avez compris, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, les échecs et surtout la solidarité qu'il y a eu autour de moi grâce aux gens des échecs. J'ai vraiment plusieurs anecdotes. Je vais pas tout vous les dire. Il faut quand même un peu de surprise. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand je prends un peu de recul aujourd'hui, mon histoire, elle est vendeuse. En fait, elle est très vendeuse. Ça peut paraître fou, mais dès qu'il y avait quelque chose qui allait bien, toujours, il fallait que le désespoir arrive. Et quand on était au fond du trou, toujours quelque chose faisait qu'en fait, on remontait. Je vais vous donner des exemples. Donc, évidemment, on pensait au deuxième appel avoir nos papiers, évidemment,
c'est raté. Et finalement, on se retrouve à ce qu'on nous, en fait, on nous dise que même les hôtels peuvent plus nous garder. Et donc, je me retrouve à dormir dans la rue. Voilà. C'est digne d'un film. Le seul soir où je dors dans la rue, tempête, pluie. Donc vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est là, les gens, les familles des clubs d'échecs nous ont pris en charge, sont occupés de moi. Et mon père, lui, continue à dormir, mais au lac de Créteil, pendant 3 mois. Et le soir où le froid tombe sur Paris, on trouve quelqu'un qui peut bien accueillir mon père. Donc, ça a toujours été comme ça, ma vie. Il y a des hauts, des bas, mais les gens nous ont tellement aidés. Je m'en souviens, à un moment, j'avais vraiment honte de ma situation parce que je me sentais vraiment différent des autres. Aujourd'hui, c'est une force, mais à l'époque, quand on a 11 ans, 12 ans, c'est pas la même chose. Et je me rappelle une fois, on était dans un centre commercial, il y avait un événement d'échecs, et moi, je voulais participer à l'événement avec mes copains, mais en fait, on m'avait dit, bah non, toi, tu vas aller récolter des pétitions pour que tu puisses rester en France. Et c'est fou, c'est parce que j'avais des amis, certaines qui sont dans la salle aujourd'hui, et qui au-delà de leurs 12 ans, 13 ans, qui en fait, ils sont tous venus avec moi. On est parti voir des gens pour qu'ils nous signent les pétitions, pour qu'ils... Voilà, en fait, ils m'ont fait comprendre que non, j'étais pas si différent, que tout allait en fait finir par marcher. Et c'est fou, parce que du coup, j'avais plus honte et on a récolté en tout, finalement, enfin, hors le centre commercial, plus de 1400 signatures. Donc. Mais malgré tout ça, toujours, ça ne marchait pas, en fait. On se faisait quand même refuser notre demande, malgré des demandes, toutes les personnes qui nous aidaient à faire les démarches. Mais rien ne fonctionnait, on ne sait pas pourquoi. Mais en même temps, si tout avait fonctionné, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Aujourd'hui, je ne serais pas là à véhiculer ce que je veux véhiculer aujourd'hui, c'est-à-dire il faut persévérer dans la vie. Parce qu'on croit que tout est perdu, mais ça ne l'est jamais. Une fois qu'on touche le fond du trou, ça y est, il n'y a plus de fond. Donc, à un moment, on ne peut que remonter. Quand on part de zéro, on ne peut que progresser. C'est comme ça que ça marche. Et la solidarité. Sans les gens, en fait, on ne peut rien faire. On a beau essayer, on a beau se sentir invincible, tout ce qu'on veut. Mais voilà, il faut aider les gens et les gens nous aideront en retour. Mais même pour les gens qui viendront après moi, j'essaierai de faire ce que eux, ils ont fait pour moi. Donc, c'est dire à quel point c'est important. Moi, personnellement, j'avais une source de motivation. C'était mon père. Il a tout sacrifié pour moi, en fait. Il se retrouve d'un coup dans un pays qu'il ne connaît pas, à 10 000 kilomètres de chez lui. Il n'a plus sa femme, plus les 2 autres enfants. Et il se retrouve à être... C'est peut-être la personne qui bosse le plus. Si franchement on lui avait donné toutes les conditions, aujourd'hui il aurait fait les plus grandes écoles, il aurait la plus grande carrière. Mais il n'a pas eu cette chance. Mais c'est quelqu'un d'actif, il prend tout ce qui lui vient. Et de se retrouver, de le voir comme ça, impuissant, du jour au lendemain, donc c'était quelqu'un de plutôt respecté, de se retrouver à être rien, donc à rester dans les clubs d'échecs, à rien faire, à dormir dehors, juste à être inactif, de le voir comme ça, pour moi, c'était pas possible. Et c'est là que, par miracle, vraiment par miracle, je gagne les championnats de France d'échecs de moins de 12 ans. Pourquoi par miracle? Franchement, pour ceux qui connaissent les échecs, vous pouvez aller voir mes parties. Elles sont toutes plus honteuses, les unes plus que les autres. Mais je sauve des parties, je sauve des choses incroyables. Je fais des matchs nuls incroyables. Ça devait l'être, peut-être, je ne sais pas. On ne le saura jamais. Mais c'est ce qui s'est passé et ce qui a fait qu'après cette histoire, il y a eu une vague médiatique qui a eu lieu, qui a fait que j'ai pu être régularisé, mon père a pu avoir un travail, logement, tout ça. Mais
finalement, quand j'y repense, là, on a tellement souffert à un moment, mais aujourd'hui, c'est juste ça qui fait que je suis ce que je suis devenu. C'est toute une décennie, c'est toute une histoire qui m'a fait grandir. Peut-être que je suis devenu mature plus vite, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la persévérance. On y a toujours cru. Évidemment, il y avait des moments de doute. Évidemment, il y avait des moments où mon père voulait peut-être changer de pays, voulait tout arrêter. Pareil pour moi, de le voir comme ça, et je suis jeune. Il faut persévérer. Et c'est vraiment le premier message que j'aimerais véhiculer, c'est il faut toujours persévérer. Parfois, peut-être que vous n'avez plus la force, mais vous avez des objectifs. Bah, il faut aussi trouver des objectifs, des gens pour qui vous pouvez le faire, des sources de motivation. Mais voilà, après la pluie, il y a toujours le beau temps et c'est vraiment vrai. Et vraiment, il faut la solidarité. Je ne peux que remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui continuent aujourd'hui. Et je sais que j'ai besoin de ces gens-là et j'espère en retour leur donner voilà, ce que je peux. Donc voilà, c'était mon histoire, mais c'était avant tout un message de persévérance et de solidarité. Merci à vous.